Scène de carnage hier soir à Nice. La fête du 14 juillet a viré au cauchemar. Un homme a foncé sur la foule venue assister au feu d'artifice. Bilan, au moins 84 morts et des centaines de blessés. Retour sur cette nuit d'horreur avec Nathalie Dinan. Et elle fait partie de ceux qui ont échappé de peu à cette tuerie. Yuri Aron, un Guadeloupéen qui a vécu de près cet attentat, encore abasourdi, il a accepté de nous raconter ce qui s'est passé, son témoignage dans ce journal. Faut-il s'attendre à des coupures d'électricité dès lundi? La Fédération CGTG de l'énergie a déposé un préavis de grève de 48 heures reconductibles. Le reportage de Karen Diama est à venir. Bonsoir à tous. Horreur, carnage, massacre. La plupart des journaux de la planète ont choisi des substantifs sans équivoque pour décrire l'attentat terroriste qui a semé le deuil et la désolation sur la promenade justement à Nice hier soir. L'onde de choc est d'autant plus violente que 10 enfants figurent au rang des 84 personnes mortes et des centaines de blessés. Nathalie Dinan revient sur cette effroyable attaque. On regarde. Hier, il est un peu plus de 22 heures, heure locale, quand un camion fonce sur la foule massée sur la promenade des Anglais à l'occasion du feu d'artifice. Le chauffeur, tout feu éteint, écrase sur 2 km les gens sur le trottoir avant de s'élancer sur la chaussée. Les forces de l'ordre ont réussi à l'encercler, des coups de feu ont été tirés, le chauffeur a été abattu. Une pièce d'identité retrouvée dans le véhicule a permis de l'identifier. Le bilan est extrêmement lourd, 84 morts dont une dizaine d'enfants, 188 blessés, 50 en urgence absolue. Le président François Hollande a prolongé l'état d'urgence de 3 mois et mobilisé la réserve opérationnelle. 3 jours de deuil ont été décrétés à partir de demain. Et puis, l'auteur de l'attentat de Nice a été identifié. Il s'agissait d'un franco-turc, Mohamed Laouedj Boulel. L'homme âgé de 31 ans était chauffeur-livreur de profession, marié, père de famille. Il était connu des services de police, mais pas pour des faits liés au terrorisme. Le président François Hollande a évoqué une attaque dont le caractère terroriste, je cite, ne peut être nié. Mais pour l'heure, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Et maintenant, ce témoignage, il a échappé de peu à cet attentat hier soir sur la promenade des Anglais à Nice. Yuri Aron, un Guadeloupéen de 38 ans, faisait partie des milliers de visiteurs venus assister au feu d'artifice. Avant le drame, rentré il y a quelques heures en Guadeloupe, il a accepté de nous raconter ce qui s'est passé. Un entretien signé Linda Kayarsi, Isabelle Amo. Accompagné de ses 2 filles, Nice a assisté au feu d'artifice du 14 juillet comme tous les Niçois, quand tout à coup, un mouvement de foule éveille sa curiosité. Et juste à la fin, vraiment à la fin, tout le monde commence un peu à partir. Normalement, on marche tranquillement. Il y avait quelques petites gouttes qui commençaient à tomber, donc les gens précipitaient un peu le pas. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas normal. Les gens se mettaient vraiment à courir. Et sans trop, on ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai pas entendu de coup de feu, j'ai pas entendu rien de spécial, mais il y avait vraiment un grand mouvement de foule. Donc j'étais avec mes filles en plus, voilà, j'étais avec mes filles, donc c'était un peu compliqué de courir, donc j'essayais quand même de m'éloigner d'où venait le mouvement de foule. Et je ne savais pas, c'est vraiment plusieurs heures après que j'ai compris que c'est vraiment passé quelque chose de grave. Donc on s'est retrouvés dans des cages d'escalier d'immeubles, on a frappé chez des gens, malheureusement un peu comme à Paris, ça s'est passé un peu comme ça, les gens se réfugiaient dans les immeubles. Il y a une dame qui m'a accueilli chez elle, jusqu'à 2h du matin, j'étais encore chez elle. Et quand tout s'est un peu calmé, on a regardé à la télé ce qui s'est passé, on a compris qu'on pouvait plus ou moins rentrer, voilà. Je savais que j'avais un avion à 7h du matin aussi, donc j'avais plein de questions, je ne savais pas si je voulais prendre mes vacances ou pas, partir en vacances. Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être un petit peu loin, je n'étais pas vraiment où le camion a foncé dans la foule. Mais j'étais vraiment pas loin, donc c'est là seulement maintenant que je commence à prendre conscience de ce qui s'est passé. Malgré le choc et la panique, il a fallu garder son sang-froid. Je sais pas combien, mais on était peut-être 10 000 sur la promenade. La promenade c'est grand, il y a pratiquement 10 km, c'est large, il y a la plage, il y a les voies, donc c'était vraiment la panique. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. Quand je me dirigeais vers le Vieux-Nice, on me disait non, surtout pas, n'allez pas au Vieux-Nice, alors que ma voiture était garée au Vieux-Nice. Quand je me dirige vers le centre de Nice, on me dit non, surtout pas, n'y allez pas, il y a des coups de feu. Donc personne ne savait vraiment ce qui se passait.
Donc vraiment grosse panique, ouais. Grosse panique. On s'est retrouvés une petite dizaine, on était peut-être 8 personnes, ouais. Dans l'attente, attendre que ça se calme, en attendant, en espérant qu'il n'y ait pas de coup de feu qui arrive dans le coin, et voilà. Un cauchemar éveillé qu'ont vécu Yuri et ses filles. Aujourd'hui, ils sont en vacances en Guadeloupe pour 15 jours, pour tenter d'oublier. Et 3 jours de deuil national ont été décrétés par le chef de l'État. Des mesures ont été prises par le gouvernement à l'issue du Conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Le Premier ministre Manuel Valls a appelé les Français à la solidarité. On écoute un extrait de son discours. L'urgence, c'est ce que nous avons évoqué il y a un instant, c'est bien sûr l'accueil des familles et la restitution des dépouilles de leurs proches après l'identification. L'ensemble des services de l'État sont mobilisés pour aider les familles et les accompagner dans ce moment particulièrement difficile, sur le plan médical, sur le plan psychologique. En complément de la gestion opérationnelle de l'événement, exécutée sous l'autorité du préfet des Alpes-Maritimes, et en réaction immédiate à cet attentat, vous le savez, les mesures suivantes ont été décidées. La cellule interministérielle de crise a été activée. Le département des Alpes-Maritimes a été placé au niveau alerte attentat du plan Vigipirate. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Et je veux donc rappeler que l'ensemble des informations concernant l'enquête seront données par le procureur de la République. La cellule interministérielle d'aide aux victimes a été activée. En outre, le président de la République, il a eu l'occasion de le dire cette nuit à nos compatriotes, a décidé le maintien à son niveau maximum de l'opération Sentinelle, ainsi que le recours à la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie nationale. Les effectifs supplémentaires ainsi mobilisés permettront de maintenir dans la durée un niveau de vigilance et de protection élevé. Le volume, les délais et les modalités de convocation de ces réservistes opérationnels sont en cours de mise en œuvre par la Direction générale de la gendarmerie nationale. Enfin, un projet de loi permettant la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois supplémentaires sera présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, mardi prochain, pour que le Parlement puisse examiner ce texte mercredi et jeudi prochain. Là aussi, il s'agit de rester dans cette mobilisation. Et plusieurs pays ont manifesté leur soutien envers la France et la ville de Nice endeuillée par cette attaque. La Guadeloupe aussi est sous le choc. Les décideurs locaux ont exprimé leur solidarité et leur compassion aux victimes. Le président de région, Harry Chalus, ainsi que la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, qui a fait part de sa profonde indignation. Le député maire Éric Jalton, qui a condamné le lâche attentat, je cite, qui a causé tant de victimes innocentes. Et puis, vous avez été nombreux aussi à partager votre effroi sur les réseaux sociaux. Linda Kayarsi et Karen Diamin ont d'ailleurs recueilli vos réactions aujourd'hui. Ça qui fait en France, là, en son Guadeloupéenne. On dit nous Français, mais nous pas à l'abri. À n'importe quel moment, catastrophe frappe passe en Guadeloupe. Puisque c'est mon assimé tout partout. Yo ni mouna yo tout partout. N'importe bitin yo ka fait. C'est ça qui la bonne. Ija la doudou. Alors c'est mettez-nous à l'abri. Puisque ti innocent mort, grand monde mort, et yo pas fait à hakayen et pour voir tout ça mon simé comme ça la rue yo ka dit mon simé au bon chemin comme ça. Ah ben moi ka dit Seigneur mettez main dans ça, mais nous pas épargner yo là. Yo ka attendre un événement en Guadeloupe. Et puis, il y a encore. Pour moi, c'est un attentat. Si pas regarder de la voiture, on ne voulait pas me déposer des bombes. Mais on a pris la voiture qui est un peu moins légère pour ne pas beaucoup d'apparence.
Ça vous choque pas que le camion ait pu arriver jusque-là sans aucun problème? Il ne peut pas avoir de problème parce qu'on ne l'a pas clôturé l'entrée. Pourquoi on ne l'a pas clôturé l'entrée? Si c'était clôturé, on ne pouvait pas entrer. Parce qu'en 96, ça n'est pas possible même. Tout le temps qu'on soit un attentat. 80 morts. Ah ouais. Le président de la République a pu faire de plus. Il y a le monde qui a critiqué le président là, mais il ne peut pas faire de plus. Si tu peux arrêter l'attentat là, il est arrêté, mais il ne peut pas. Mais moi, en 80, il y a une malédiction. Tu peux 80 morts. Tout le temps, il y a des petits qui gagnent. Ah non, mais moi, on était à la télé là, on voit ce petit monde qui veille là. Je le sortis en dire, moi, madame. Je trouve vraiment ça affreux, vraiment affreux. Parce que j'ai vu ça en direct, je regardais, comment ça s'appelle, Terrain Connu. Et subitement, on a coupé l'émission, dit c'est déjà fini, je sais qu'est-ce qui se passe. Et ça, après, je vois flash spécial. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore à Paris? Et puis voilà, c'est. Oh là là, c'est trop dur ce truc-là. C'est trop dur de tuer des gens comme ça, comme des animaux. Je trouve ça affreux. Ça ne vous surprend pas que ce véhicule ait pu arriver aussi? Justement, c'est ce que je ne comprends pas. Où était cette voiture? Pourquoi personne n'a vu que ce camion était garé quelque part? Si ça ne leur disait rien du tout. Et je n'arrive pas à comprendre ça. Comment ce camion se trouvait sur cette trajectoire? Je ne trouve pas, je ne comprends pas. Très choqué de ce qui s'est passé hier soir à Nice. Parce que moi-même, j'ai une sœur qui habite à Nice. Je ne sais même pas si elle n'est pas prise dedans. Donc, moi, je trouve que le gouvernement est trop laxé sur ce point-là. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils parlent de ça. Et on voit qu'il n'y a qu'en France ça arrive, principalement, pratiquement. Je discutais avec ma famille au soir, comment ça se fait, en plein 14 juillet, que les forces de l'ordre puissent laisser un camion pénétrer dans une ville où il y a sur une avenue qui est très fréquentée, comme ils disent, c'est l'avenue des Anglais et tout. Et donc, moi, je me demande pourquoi ce camion s'est trouvé là. Voilà. C'est vraiment touchant. C'est vraiment triste, ça. Ça fait mal, ça fait la peine. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Ça m'a fait la peine. Autant de petits-enfants, les enfants aussi, ont perdu leur vie, alors ça m'a touché. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'attentat de Nice qui a fait au moins 84 morts, dont une dizaine d'enfants et des centaines de blessés. Dans le reste de l'actualité en Guadeloupe, la colère des travailleurs de l'énergie affiliés à la CGTG. Ils ont déposé un préavis de grève de 48 heures, reconductible pour lundi. Le mouvement affectera-t-il la distribution de l'énergie en Guadeloupe? Reportage Karen Diam. En grève depuis le 3 novembre 2015, Sylvain et Jean-Marc, les deux seuls salariés de la société IDEX 971, ont décidé depuis maintenant 2 semaines de tenir le piquet de grève 24 heures sur 24. La seule solution qu'on avait, c'était de marquer notre présence et de signifier aux techniciens qui venaient nous remplacer qu'il y avait une réglementation, qu'il y avait un contrat qui avait été signé et que l'entreprise qui les envoyait elle-même s'est engagée à ne faire intervenir que des techniciens statutaires. On passe notre temps à discuter, on a la visite des différents camarades du syndicat, ils passent régulièrement nous voir, donc on est rarement seuls, on a un soutien assez important. On a les familles aussi qui viennent nous voir. On a installé, on a des palettes qui nous servent de... On est très organisés en fin de compte, mais bon, là, comme on dit, nécessité fait loi. Et on a des palettes qui nous servent de table et le soir, on démonte notre table et les palettes nous servent de couchage. Au niveau de la logistique, disons qu'on est ravitaillé par le syndicat et puis par d'autres salariés qui comprennent la situation et qui nous aident dans notre lutte à essayer de faire respecter la loi. Un non-respect de la loi qui risque de déboucher sur des coupures de courant à partir de la semaine prochaine. Il n'y a pas eu d'avancée notable depuis notre dernière rencontre. C'est vrai que nous avons eu 2 jours de négociation, le 8 et le 9 juillet, sous l'égide de la DIECT à Jarry. Malheureusement, nous avons face à nous la direction d'IDEX Énergie 971 qui reste droit dans ses bottes, qui ne
souhaite pas appliquer dans sa totalité le statut des IEG. Il faut bien rappeler que c'est un statut qui devait être appliqué depuis septembre 2013. C'est clair que nous nous dirigeons vers le 18, où là nous avons annoncé malheureusement un appel à la grève sur l'ensemble de nos moyens de production. Pourtant, en grève depuis maintenant 8 mois et 12 jours, le syndicat ne souhaitait pas en arriver là. Nous ne voulons pas pénaliser cette population. Il faut que nos autorités, à savoir la région, le conseil départemental, la préfecture, c'est eux qui sont responsables de la stabilité, je dirais, économique et la paix sociale en Guadeloupe, qui puissent, eux, prendre leurs responsabilités. Nous sommes disposés et prêts à ce qu'ils puissent nous rencontrer. En attendant, une assemblée générale est prévue demain soir au sein du syndicat afin de décider des modalités de cessation de travail des salariés syndiqués, une action qui devrait produire des perturbations sur la distribution d'électricité. Et malgré nos nombreuses tentatives de prise de contact, la direction d'Idex Énergie n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Reste avec nous dans un instant, la 6e étape du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel. Et puis c'est une première aux abîmes. Les jeunes s'entraînent comme des professionnels au camp d'entraînement de basket. Ils veillent sur vous pendant la période des vacances sur les plages. Les maîtres nageurs refont leur apparition. En Guyane, le dispositif sécurité plage de la mairie de Cayenne a repris du service cet après-midi. Reportage Jonathan Lariot d'ATV Guyane. L'après-midi à la plage de Lens-Montabo est ensoleillée et la population profite d'un climat paradisiaque. Mais tout d'un coup, un maître nageur plonge en vitesse dans l'eau. Non loin de la rive, une jeune fille est en train de se noyer. Un sauveteur de pointe est parti avec la bouée tube et l'autre en soutien. Donc ils ont mis la victime avec la bouée tube et ensuite ils le ramènent à l'aide des palmes. La victime actuellement elle est consciente, donc elle va pouvoir réagir. Après avoir ramené la victime sur la berge, elle est tout de suite prise en charge par l'équipe présente. Mais plus de peur que de mal, après quelques examens, elle n'a rien. Vous l'aurez bien compris, cette situation est en fait une mise en scène, mais le personnel qui l'a réalisée est bien réel. Ils sont une dizaine, maîtres nageurs, policiers et pompiers cette année à avoir répondu à l'appel des plages. Présentés ce matin, ils assureront la sécurité de la plage de Montabo pendant la période estivale. Nous sommes entourés d'eau, alors donc ça permettrait aux parents de profiter davantage de l'eau pour pouvoir apprendre à nager et puis disons c'est pour la sécurité des enfants. C'est vrai qu'ils mettent ça en place durant les vacances de juillet-août, mais il faudrait mettre ça en place quasiment toute l'année, puisqu'il fait beau toute l'année et puis nous profitons, on va dire, de la plage quasiment toute l'année. Toutes les mairies qui possèdent un littoral, c'est-à-dire un abord maritime, ils ont l'obligation pendant l'année civile d'installer un dispositif de sécurité pour permettre au public qui viennent sur leur commune de nager en toute sécurité. Ici, on a un fort courant. À 50 mètres, on a eu des gens qui se sont noyés. Alors, il y a de la surveillance, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est la prévention. Prévenir les gens que quand vous allez nager, la mer est belle. Plein de choses peuvent se passer, donc prévention et prévision. Mais la première mission, surveillance et sauvetage. Mais cette mesure de sécurité ne concerne aujourd'hui que la plage de Lens-Montabo. Les autres plages de Lens-Nado ou encore la plage de Buzaré devront encore attendre l'année prochaine, faute de budget. Et ce dimanche 17 juillet, le complexe La Casa à Baie-Mahault sera transformé le temps d'une journée en un véritable temple de la beauté. Il ouvrira ses portes à la première édition de la Caribbean Beauty Fest. Johanna Morvan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-organisatrice de cet événement. Comment vous est venue l'idée de créer ce salon? De quel constat êtes-vous parti? Surtout par rapport à la demande des clientes. Il y avait une vraie demande en réalité. Elles posent beaucoup de questions, elles veulent avoir plus d'informations, mais c'est vrai que les professionnels en Guadeloupe, on est tous un peu éparpillés partout. Et là, c'est vraiment l'occasion de regrouper tout le monde, d'avoir des professionnels de la santé, du bien-être, de la beauté, de la mode, afin de répondre vraiment aux questions de cette clientèle qui est demandeuse. Alors, vous mettez un point d'honneur à représenter toutes les textures de cheveux,
du bouclé au type afro défrisé? Parce que je crois que ça fait polémique, le fait d'avoir justement des intervenants qui parleront du cheveu défrisé. Les naturels, les nappies n'aiment pas les défrisés? Alors, je pense qu'en Guadeloupe, on a vraiment de tout. On a des crépus défrisés, des bouclés, des défrisés, des loxés. Et justement, le festival est là pour répondre à un besoin pour la population de manière générale. Oui, il y a eu une petite polémique par rapport au fait qu'il y ait des invités spécialistes du cheveu défrisé, mais c'est vrai qu'on est quand même en 2016. Tout le monde n'a pas encore forcément adhéré au concept nappy, tout le monde ne se reconnaît pas forcément dedans, et j'estime qu'on devrait justement laisser le choix aux personnes de décider de ce qu'elles ont envie de faire, et puis ou alors de leur laisser peut-être juste le temps de comprendre pourquoi c'est mieux d'être naturel. Alors pourquoi c'est mieux d'être naturel, Johanna? Eh bien écoutez, être naturel, je pense que déjà c'est préserver son corps, préserver la planète aussi de tout ce qui est chimique. Il y a énormément de produits chimiques dans les cosmétiques qu'on utilise quotidiennement, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, même pour nos enfants. Donc c'est vrai que c'est une prise de conscience en fait. Il faut vraiment prendre conscience de tout cela pour pouvoir justement faire le pas et transitionner vers le naturel. C'est une prise de position qui est esthétique, morale, identitaire? Je pense que c'est un peu des trois. Beaucoup identitaire hein, pour ma part. Et c'est vraiment le message que je veux véhiculer aussi à nos invités. On aura d'ailleurs Fola, qui est chercheur à l'Université des Antilles et qui va venir parler un peu de l'histoire du cheveu afro et surtout de la manière dont les hommes perçoivent le cheveu naturel maintenant en 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les femmes ne sont-elles pas libres de choisir la texture pour leurs cheveux, qu'ils soient défrisés ou naturels? Absolument, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on se rend compte qu'avec son cheveu naturel, on peut faire énormément de choses et qu'on n'a pas forcément besoin de le dénaturaliser, on a beaucoup plus de marge en tout cas pour faire ce qu'on veut. Une large place sera également accordée aux ateliers portant sur le développement personnel. Il sera question d'estime de soi. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Exactement. Donc, on aura un coach en bien-être qui sera là pour donner des astuces, des conseils, des méthodes. On aura aussi Tania Saint-Val qui, pour moi, est une vraie figure en fait de la femme caribéenne. Elle représente pour moi quelqu'un de fort, quelqu'un qui... Voilà, je pense qu'elle avait carrément sa place sur ce festival. Au niveau des stands en eux-mêmes, il y aura des ateliers aussi, des conférences. Donc les personnes pourront se rapprocher de toutes ces personnes qui seront présentes pour poser plus de questions. Quels seront les thèmes justement de ces conférences, de cette partie réflexion? L'estime de soi, ça reste quelque chose de très vaste. C'est pour ça qu'on n'a pas ciblé. On veut pouvoir laisser aux gens le choix de poser les questions qu'ils veulent sur l'estime de soi. Vous parlez d'icône de beauté en parlant de Tania Saint-Val. Il y aura également une activiste du cheveu naturel qui est connue en République dominicaine, Caroline Contreras, qui est marraine également de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette femme? C'est Carolina. Pétillante? Oui. Alors, c'est quelqu'un que j'ai connu sur le web par une amie. Et en fait, elle est une vraie activiste dans son pays. C'est la seule qui a un salon spécialiste du cheveu défrisé à Saint-Domingue. Il faut savoir qu'à Saint-Domingue, les filles se défrisent. Elles n'ont pas encore pris conscience en fait de tous les bienfaits d'être naturelle. Et Carolina, elle est vraiment activiste à ce niveau-là. Elle a son salon où elle donne beaucoup de conseils. Elle coiffe pas énormément, par contre, elle est là et elle soigne le cheveu naturel. Et c'est la seule à faire cela dans son domaine. C'est une jeune femme pétillante. Je ne l'ai pas encore rencontrée, j'ai hâte qu'elle arrive en Guadeloupe, vraiment. Et de par ces vidéos, on peut se rendre compte que pour elle, c'est important, en fait. C'est au-delà du fait de porter ses cheveux naturels, c'est une question d'identité, c'est une question aussi de bien-être, c'est une question d'estime de soi, voilà. Donc, en fait, tous ces thèmes se mélangent et ça sera pour nous l'occasion d'en parler dimanche. C'est la première fois qu'un événement avec une telle envergure, avec autant de prestataires, de la beauté seront présents. C'est énorme. Qu'est-ce que vous ressentez à la veille, enfin, à quelques jours plutôt de cet événement? Eh ben, on est excités, on a hâte. C'était beaucoup de travail. C'est pas fini, on continue encore d'arrache-pied. On espère vraiment que les gens se déplaceront parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. On va peut-être pas le réorganiser tout de suite, peut-être dans un an. Donc, ne ratez pas l'occasion de venir participer à cet événement. Johanna, l'événement s'appelle Caribbean Beauty Fest. Il y a une contribution caribéenne? Oui, bien sûr. Déjà,
par rapport au fait que Carolina soit invitée, on a aussi une intervenante du Canada, qui est coiffeuse au Canada, spécialiste du cheveu naturel avec une école de formation, mais elle est d'origine martiniquaise. Et sur les prochaines éditions, voilà, ça va tourner, on va inviter des personnes de la Caraïbe et vraiment créer cet échange entre professionnels de la beauté dans la Caraïbe. Vous l'avez dit en filigrane, mais que souhaitez-vous vraiment véhiculer comme message aux femmes antillaises guadeloupéennes? Qu'elles prennent conscience de qui elles sont, d'où elles viennent surtout, et de ce qu'elles représentent aujourd'hui. Je reçois beaucoup d'enfants au salon, de petites filles qui n'aiment pas leurs cheveux, qui ne se sentent pas à l'aise, qui veulent des cheveux lisses, qui veulent... Voilà, pour moi, l'important maintenant, c'est d'aider, d'accompagner ces personnes à s'accepter telles qu'elles sont, sans transformation chimique. Johanna, vous êtes également coiffeuse, vous avez votre propre salon. Est-ce que vous avez justement remarqué qu'il y avait une évolution, que les femmes antillaises s'appropriaient leur identité, parce que le cheveu crépus était méprisé, ce n'est peut-être plus le cas, ou encore le chemin est encore long? Non, je pense que le chemin est sûrement encore long pour certaines personnes parce qu'on n'a pas encore tout saisi, comme je le disais, l'importance. Mais il y a une vraie prise de conscience, en tout cas au niveau des clientes. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir transitionner vers le naturel et pas juste pour un effet de mode, justement. Elles veulent vraiment, voilà, elles se retrouvent, elles ont envie de... Et puis elles font tous les changements aussi au niveau alimentaire, au niveau santé, au niveau... Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à ce niveau également. Est-ce que cet événement sera accompagné également d'un suivi pédagogique pour enseigner les enfants et les mamans? On y pense. On a vu avec déjà des personnes du rectorat pour démarrer quelques activités à partir du mois de septembre. On va aussi participer avec la Maison de l'Enfance à quelques activités aussi. On a des projets, voilà, donc on essaye de tout mettre sur pied petit à petit. C'est pas facile, mais avec un peu de courage, on y arrive. Les femmes pourront également découvrir des coiffures, parce que c'est pas toujours évident que de s'approprier son cheveu naturel. Exactement, il y aura beaucoup d'ateliers avec beaucoup de professionnels guadeloupéens, beaucoup de coiffeurs d'ici qui vont justement aider. C'est vraiment l'occasion de venir et de poser toutes les questions. Il y aura un coiffeur spécialiste dans les coupes, il y aura une youtubeuse spécialiste pour les coiffures pour enfants, il y aura une autre coiffeuse de cheveux naturels qui elle aussi est très forte en tout ce qui est crochet, braid, enfin toutes les nouvelles techniques avec les mèches, les rajouts de mèches. On aura beaucoup d'ateliers aussi pratiques en fait, donc les mamans pourront venir apprendre à tresser pour tresser après leur petite fille. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Johanna, reste-t-il des places justement pour cet événement qui aura lieu dimanche? Oui, il reste des places, donc on peut trouver directement sur le site internet Allmall ou alors directement à Gossip Cœur, la Grand Camp. Johanna Morvan, merci d'avoir accepté de répondre plaisir à nos questions ce soir. Vous faites du sport, vous aimez ça? Oui. Écoutez, certains ont décidé de passer leur début de vacances en se perfectionnant. 160 jeunes guadeloupéens basketteurs ont participé à un camp de basket aux Abîmes, un stage organisé par la MJC des Abîmes. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. 15 jours de stage avec 2 séances quotidiennes, les vacances sont plutôt studieuses pour ces jeunes de 8 à 17 ans. Le basket est leur passion. Le repère que j'ai donné là-bas, quand vous arrivez à ce niveau-là, derrière la planche, l'idée c'est de venir mettre votre pied, le dernier appui comme sur le double plan, à droite du plot et amener le ballon à l'extérieur et se remettre comme si le panier était là en fait, dans le soleil, mais il est derrière. Ici, pas de stars de NBA pour encadrer, mais des coachs professionnels venus de l'Hexagone, appartenant à des clubs de ligue et de centres de formation, soucieux de faire progresser la base des jeunes pratiquants. Partage ton ballon, voilà, très vite, très vite, très vite. Il y a trop de dribbles, 2 dribbles maximum. Le but technique de ce camp, c'était de faire une identification de ce qu'ils savaient faire, de façon à pouvoir, au bout de 15 jours, avoir une progression. Alors, comme exercice, on travaille sur la passe, on travaille sur le tir. On a mis en place des situations sur toute la semaine que l'on répète, de façon à ce qu'au bout des 15 jours, on puisse on aille vers l'excellence. Principalement, vraiment sur le travail de tir, sur les lay-up, les lay-back, les différents types de passes et différents types de shoots. Notre but, c'est de pouvoir rééditer l'année prochaine et leur amener des solutions techniques sur les fondamentaux, la passe, le tir, et ensuite le départ croisé, les départs directs. Enfin, tous les fondamentaux de base qui permettent d'évoluer afin de plus tard
leur permettre d'aller au haut niveau, comme Élodie Nègre, qui est l'une de nos marraines, ou Ludovic Vati, qui est parti la semaine dernière. Élodie Nègre, la marraine de l'événement et joueuse professionnelle à La Roche-sur-Yon, est en Ligue 2 et a aussi commencé par les camps, avant d'intégrer le Pôle Espoir et se faire repérer par des professionnels. Elle a constaté un progrès chez ces jeunes depuis le début du stage. On voit d'autres philosophies de basket par rapport aux coachs qu'ils ont en Guadeloupe. Et les enfants, ils sont réceptifs, donc c'est tout aussi bon pour eux. Par rapport à lundi dernier, au tout début du camp, c'est vrai qu'il y en a qui ont pas mal progressé. De toute façon, ils ne peuvent que progresser parce que c'est quelque chose en plus qu'on leur apprend que ce qu'ils apprennent pendant l'année. Donc c'est tout bénéfique pour eux. C'est vrai qu'au début, ils n'étaient pas trop exigeants sur tout ce qui est lancer franc, double pas, les choses simples, quoi. Et maintenant, de toute façon, j'espère qu'ils vont tenir en compte de ce qu'ils ont appris pendant ces 2 semaines. Ce stage aura permis d'identifier quelques jeunes, dont un qui rejoindra l'INSEP, l'Institut national du sport, et l'équipe de France. D'autres candidats de gabarit supérieur pourraient intégrer des centres de formation. Et nous poursuivons notre série consacrée à la 15e édition du Tour de Guadeloupe en voile traditionnelle. Aujourd'hui se déroulait la 6e étape, une course qui reliait la plage de la Dacha à Gosier au plan d'eau de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Karen Diamin, Patrick Curie. Avec un départ donné à midi au lieu de 9h, la 6e étape était considérée comme la plus rapide du TGVT. Une étape qui ralliait le Gosier à Pointe-à-Pitre. Rapide, mais pas sans difficulté, tant que le manque d'alizé rendu compliqué la navigation dans la baie de Pointe-à-Pitre. On avait déjà comme stratégie de passer parmi les premiers, sinon le premier à la boue au vent. Seule chose qu'on a faite, puisqu'on a roulé la bouée en 2e position. On a géré la descente avec Hugo, puisqu'on n'avait pas trop, nos bateaux ont sensiblement la même vitesse, et donc on n'avait pas trop l'option. Il a juste fait, je pense, une petite erreur en entrant dans le port autonome, où il a pris l'option du côté de la rade, et moi j'ai pris l'option du côté de la mangrove, ce qui a payé, ce qui nous a permis surtout d'enrouler la bouée en face du port de pêche avant lui, ce qui était déjà pas mal concernant la stratégie, et ensuite pour pouvoir le contrôler à la remontée. Et donc ce qui a marché effectivement, c'est de la terre des Forbins. J'ai toujours l'habitude aussi de gagner sur Pointe-à-Pitre, donc aujourd'hui j'avais à cœur de ne pas déroger à la règle, et surtout que comme j'ai dit tout à l'heure au début, nous étions assez tristes pour ce début de TGVT. Avec sa 3e place, Claude Tellier conserve le maillot jaune et salue la performance de cette nouvelle génération de patrons. La stratégie, c'était surtout de prendre un bon départ et pas avoir de réclamation derrière. Ça s'est très bien passé au départ. On passe la bouée en 4e position. On a surtout les 2 principaux concurrents juste derrière nous. Et on arrive à les garder au chaud jusqu'à la fin de la course. Ça, c'était parfait. Par contre, c'était un peu dur de partir à 6. Nous, on était un peu plus lourd que les autres équipages, mais on voulait surtout préserver l'équipage pour la régate de demain qui est beaucoup plus dure. L'Oricisque, la baie de Pointe-à-Pitre, c'est quand même notre terrain de jeu aux Jean Forbin, Francis Rosé et autres. Et les jeunes n'ont pas eu la chance qu'on a eu nous d'apprendre avec un monsieur qui s'appelait Jean Génie, qui était moniteur de l'école de voile à Pointe-à-Pitre. Et donc voilà, les jeunes sont devant maintenant, ça veut dire qu'ils ont bien appris avec nous. Et c'est un beau symbole et un beau passage de témoin pour la suite du canot traditionnel. Au classement général, Claude Tellier garde le maillot jaune, suivi de Marcelin Wilbon et toujours à la 3e place, Guillaume Aubert. Demain, le rendez-vous est à Sainte-Anne pour la 6e étape. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'EFS a besoin de votre sang si vous souhaitez faire un don pour aider les malades. La collecte mobile sera demain au parking du Géant Casino Bas du Fort du Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, la distribution de l'eau sera perturbée lundi dans plusieurs quartiers de Morne-à-l'Eau dès 7h du matin, dans les quartiers de Brion, Chazot, Dubisquet, Jean Zolin, Jabrin. Et un retour à la normale est prévu en fin d'après-midi. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.